Madame, Monsieur, bonjour. Deux sénatrices face à face aujourd'hui dans Dimanche en politique pour commenter l'actualité. Frédérique Espagnac, sénatrice socialiste, vient d'être réélue le 24 septembre dernier par les grands électeurs des Pyrénées-Atlantiques. Elle est également membre de la direction collégiale du Parti socialiste. Nathalie Delattre découvre quant à elle le Palais du Luxembourg. Secrétaire générale du Parti radical, elle est depuis quelques jours sénatrice de Gironde suite à la démission de Xavier Pintat. Mesdames, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. Nathalie Delattre, vous venez de découvrir le Sénat. Quel est votre premier sentiment ? Alors, ce n'est pas vraiment une découverte parce que je connaissais la Haute Assemblée, donc quand je suis rentrée sous le porche, je n'ai pas eu vraiment de sentiment, si ce n'est celui de connaître déjà. J'ai eu beaucoup d'émotions dans l'hémicycle, donc un fort moment d'émotion, de valeur de votre famille politique qui viennent, de reconnaissance de mes anciens sénateurs et beaucoup d'humilité parce qu'il faut beaucoup apprendre. Alors on vous voit cette semaine, vous avez posé votre première question dans l'hémicycle. Est-ce que vous avez eu quelques petites angoisses parce que vous connaissiez le Sénat, mais là vous êtes rentré par la grande porte, vous avez votre bureau au Sénat, vous êtes élu. Est-ce qu'il y a des petites angoisses en arrivant ? Alors non, je n'ai pas encore de bureau. Ça, effectivement, les anciens doivent dire si ils ont envie d'avoir un nouveau bureau. Et puis ensuite, les petits nouveaux s'installeront certainement pour beaucoup dans les Algeco, puisqu'il y a des travaux au Palais du Luxembourg. Non, j'avoue que j'ai un groupe qui m'a beaucoup facilité mon arrivée, et qui a été très agréable dans la prise en charge. Et puis, c'est vrai qu'on est comme dans un cocon. On a pas mal d'huissiers qui sont à notre disposition pour faire que cette arrivée se passe dans les meilleures conditions possibles. Alors vous, Frédérique Espagnac, vous connaissez bien cette maison. Vous avez été une première fois en 2011. Vous venez d'être réélue le 24 septembre dernier. Vous êtes sénatrice socialiste. Est-ce que l'émotion est encore plus forte lorsqu'on est réélu ? Oui, enfin, au moment de l'élection, indéniablement, elle est très forte. En plus, c'est vrai que le résultat était plutôt honorable, puisqu'en plus, je loupe le second siège de sénateur à 7 voix près. Sachant qu'il y avait une dissidence. Et j'avais une dissidence contre moi, voilà. Donc j'arrive première, ce qui était sans doute pas gagné pour beaucoup. Donc oui, beaucoup d'émotions. Le sentiment aussi de la confiance des grands électeurs 6 ans plus tard. Donc le sentiment d'avoir fait sans doute bien le travail aussi pour lequel ils nous avaient élus. Et une grosse responsabilité envers le territoire. Et puis beaucoup d'émotions quand on rentre dans l'hémicycle. Je me rappelle la dernière fois quand je l'ai quitté, et puis la première fois quand j'y suis rentrée, comme Valérie, j'avais 36 ans, je faisais partie du bureau d'âge, donc une des plus jeunes sénatrices, donc c'est un moment important. J'avais Monsieur Badinter juste en face de moi, et il y a en effet quelque chose de très fort qui pèse à ce moment-là, une émotion, une responsabilité. La première fois que je suis rentrée dans un hémicycle, c'était à l'Assemblée nationale, j'avais 10 ans. Quand on y rentre définitivement comme parlementaire, c'est très fort. Alors, vous avez été, je dois le redire pour les téléspectateurs qui n'auraient pas cet élément-là en tête, vous avez été attaché de presse de François Hollande pendant très longtemps lorsqu'il était secrétaire du Parti socialiste. Vous êtes très impliqué dans la vie politique. Vous connaissez bien cette maison, on vient de le dire. Est-ce que ça veut dire que votre feuille de route est déjà tracée, que vous allez très vite être dans l'action au Sénat ? Vous avez déjà vos priorités ? On est déjà, de toute façon, dans l'action, puisqu'on a choisi déjà nos commissions. Certains ont déjà posé des questions d'actualité. Nous, on va y arriver aussi. Moi, je reprends donc la commission des finances où j'avais siégé pendant 3 ans, puisque j'en avais été même vice-présidente. Je reprends une mission qui est nouvelle pour moi, mais qui est très importante, c'est la mission économie. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le plan entrée au débit. J'en serai co-rapporteur sur le budget, sur toutes les questions économiques PME, TPE, sur tout ce qui est commerce extérieur, sur tout ce qui est économie générale. Voilà, donc c'est un beau dossier qu'on me donne, évidemment tous les crédits FISAC pour accompagner nos centres-bourgs aussi importants en Aquitaine. Voilà, donc oui, c'est une belle mission. Nathalie Delattre, vous avez choisi de rejoindre le groupe Rassemblement démocratique et social européen au Sénat. Pourquoi ce choix ? Alors d'abord parce que c'est un choix historique. C'est vrai que je suis radicale depuis 30 ans et c'est le groupe historique du Sénat pour les radicaux qui a été créé en 1892. Et puis parce que ce n'est pas un groupe qui porte une idéologie politique, mais c'est un groupe effectivement constitué de la majorité de radicaux, mais avec beaucoup de membres qui viennent d'autres partis, ce qui permet un vrai débat. Et donc nous avons dans ce groupe une vision très collectif, partagé de l'intérêt général, donc très pragmatique avec une liberté de vote. Et tourner vers la défense centriste, par exemple, c'était pas envisageable pour vous ?
Écoutez, je travaille depuis des mois maintenant sur la réunification du Parti radical et des radicaux de gauche. Vous êtes secrétaire général du Parti radical, voilà. D'ailleurs. Hein. Donc il était pour moi impératif que je rentre dans ce groupe, mais j'y rentre avec d'autant plus de bonheur qu'effectivement ce groupe m'a fait une place de choix à la commission des lois comme vice-présidente, m'a permis de poser ma première question d'actualité sur le financement des maisons de l'emploi. Donc effectivement, ce groupe fait tout ce qu'il peut pour que les petits nouveaux que nous sommes 4, arrivent dans les meilleures conditions possibles et puissent, dès le démarrage, dévendre ce dossier. Parce que comme les autres, je n'ai pas le même temps que les autres puisqu'il ne me reste que 3 ans. Donc effectivement, il va falloir que... oui, puisque je l'ai dit au début de cette émission, vous n'avez pas été élue suite à la démission de Xavier Pintat, donc vous vous retrouvez sénatrice aujourd'hui, donc pour 3 ans. Oui, puisque moi, c'est à 4 voix près que nous n'avions pas obtenu le 4e siège il y a 3 ans. Frédérique Espagnac, vous faites donc partie du groupe socialiste au Sénat. Ce groupe a perdu des troupes lors de cette réélection. Que pèse encore le Parti socialiste au Sénat aujourd'hui ? Le Parti socialiste au Sénat, il est aujourd'hui quand même encore la première force d'opposition. C'est le premier groupe d'opposition après les Républicains. Donc il a la présidence de la Commission des finances et il est indéniablement le groupe le plus important après celui des Républicains. Il va être très important dans la période, ne serait-ce que sur le budget, puisque, comme vous disiez, les priorités, je pense que ça sera les nôtres communes. Ça va être la défense des collectivités locales et du budget et des dotations aux collectivités locales qui va être majeure dans les 3 mois qui arrivent sur le budget. Donc que ça soit le Parti socialiste, comme les radicaux, comme d'autres, je pense qu'on va se retrouver sur un certain nombre, en tout cas, de dossiers majeurs pour défendre nos collectivités locales, nos communes. Très important. On va y revenir dans cette émission. Juste revenir sur l'élection du président, Gérard Larcher, qui était le président précédent, donc vous l'avez côtoyé. Que pensez-vous de ce président élu? D'ailleurs, on va le voir sur les images, lors d'une séance avec un doyen qui était donc Philippe Madrelle, le Girondin. Que pensez-vous du président Larcher? Alors écoutez, moi j'ai très bien, déjà je faisais partie de ce qu'on appelle le bureau du Sénat. Pendant ces 3 dernières années, j'en ai été donc secrétaire et j'avoue avoir travaillé main dans la main avec Gérard Larcher avec grand plaisir. C'est quelqu'un qui a évidemment à cœur de défendre l'institution avant tout. Je crois qu'il a toujours fait fi des groupes politiques pour l'intérêt du Sénat et pour l'intérêt, en tout cas, des textes majeurs et des combats que nous avions les uns et les autres. Donc, pour ma part, je rends hommage. Ça a été un très bon président. Je crois qu'il a su aussi redonner et moderniser le Sénat, après Jean-Pierre Bel qui avait commencé. Sur la transparence aussi, très important, parce que je crois qu'il a voulu aussi que les choses évoluent au Sénat de ce point de vue-là. Et puis, je veux croire que le petit compliment qu'il m'a fait en me disant que sur mon élection, j'avais fait une Larcher, veut dire qu'on a quand même quelques points communs, lui et moi. Certains évoquent parfois le manque d'intérêt du Sénat, voire même la suppression à terme du Sénat. Qu'en pensez-vous aujourd'hui ? Quelle méconnaissance. Moi, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai travaillé plus de 12 ans avec François Hollande, donc au Parti socialiste, mais à l'Assemblée nationale. Quand je suis arrivée au Sénat, j'ai découvert une maison qui est tellement différente de l'image qu'on en a. Déjà, c'est pas une vieille maison, c'est une maison où on travaille sur le fond, où on a le temps de travailler sur le fond, on a des vrais moyens, où on sort justement, on le voit souvent aux questions d'actualité à l'Assemblée nationale, des postures politiciennes, et on est, quels que soient les groupes politiques, vraiment sur une réflexion, un travail de fond commun et pragmatique. Je fais un petit clin d'œil à Marie-Hélène Deségaux, avec qui j'avais été coprésidente de la mission sur les agences de notation, et puis aussi à Gérard César, puisqu'on était co-rapporteurs tous les deux sur le budget de l'agriculture, donc autorisez-moi à leur rendre hommage à tous les deux. C'est fait. Nathalie Delattre, après le renouvellement du Sénat, on voit qu'il y a 110 sénatrices au Sénat sur 345, un peu plus de 32% de femmes. On est très loin de la parité. Oui, mais parce qu'effectivement, il n'y a pas d'exigence au niveau du Sénat. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait un bond extraordinaire à l'Assemblée nationale parce qu'il y a eu effectivement des pénalités financières auprès des partis politiques qui ne présentaient pas autant d'hommes que de femmes comme candidates officielle. La problématique au Sénat, c'est qu'effectivement, les premiers de liste peuvent être souvent des hommes et donc les femmes rentrent parce qu'elles sont des fois deuxièmes. Donc là, on voit une nette progression par rapport à ce qui se faisait avant. Mais effectivement, je pense qu'il faudrait peut-être introduire un peu plus de contraintes. Alors que ce n'est pas forcément mon style parce que je me disais qu'on pouvait toujours se débrouiller pour la parité. Moi, j'étais pour une loi biodégradable à l'époque, quand on a obligé la parité en me disant
mais nous savons faire, nous sommes capables de faire. Bon, je vois que les habitudes sont difficiles à changer et effectivement, je crois qu'il va falloir peut-être un peu plus d'incitation au Sénat, mais je rends hommage effectivement moi aussi à Gérard Larcher que nous avons soutenu, puisqu'il n'y avait pas de candidat centriste, donc nous avons soutenu Gérard Larcher, parce que je pense que c'est l'une de ses missions, effectivement, de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes, comme il l'a fait, plus de transparence, et de faire en sorte que cette haute assemblée puisse ressembler à ce que sont nos communes aujourd'hui, puisque dans nos communes, nous sommes vertueux. La parité est là. Alors, puisqu'on parle de la parité, Frédérique Espagnac, l'INSEE a rendu un rapport la semaine dernière qui pointe du doigt les inégalités entre les hommes et les femmes, notamment au niveau des salaires, l'écart qui est de 20%. Comment peut-on encore expliquer cela? Et surtout, comment faire de manière urgente pour rompre ce système? Alors vous l'avez dit, déjà, c'est aujourd'hui c'est inacceptable sur le fond. Se retrouver encore en 2017 avec un tel écart est quand même assez impressionnant. Se retrouver aussi avec au final quasiment pas de femmes présidentes d'entreprises du CAC 40. Je me rappelle notamment la bataille d'Isabelle Kocher sur Engie, notamment pour arriver à la présidence. Voilà, je crois qu'il y a aujourd'hui, pourtant je suis comme ma collègue, on a eu sans doute la chance, au final, que les femmes de l'ancienne génération aient fait le travail pour nous. Et donc, nous, on avait un côté... non, on ne veut pas être là au nom de la parité. On est là parce qu'on le mérite. Et aujourd'hui, on se voit bien que même dans les entreprises, au final, les écarts de salaire sont inacceptables. On a fait un certain nombre de lois à l'Assemblée nationale pour essayer de rétablir les choses. Et encore, on voit bien que malheureusement, c'est toujours pas le cas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire un certain nombre de conseils de surveillance dans les entreprises, réintroduire aussi les femmes un peu plus dans le processus de décision et de désignation, mais très vite, en tout cas, faire émerger beaucoup de femmes, je pense, plus que ce n'est le cas aujourd'hui dans le milieu de l'entreprise. Nathalie Delattre, vous avez suivi la campagne présidentielle à travers notamment la candidature d'Alain Juppé, en tous les cas pour les primaires. Vous suivez l'actualité politique nationale et internationale de près, et encore plus maintenant puisque vous êtes au Sénat. Que pensez-vous du début du mandat d'Emmanuel Macron après 5 mois à l'Élysée ? Écoutez, moi je pense qu'il est conforme à ce qu'annonçait sa personnalité, c'est-à-dire assez décevant. Il a su créer un espoir, beaucoup de promesses qui seront difficilement tenables. La première question que j'ai posée sur les maisons d'emploi, alors qu'effectivement nous sommes sur une politique prioritaire de l'emploi des jeunes chômeurs de longue durée, montre des coupes sombres inacceptables. Le discours qu'il a envers les collectivités, et là aussi je rends hommage à Gérard Larcher qui essaye d'expliquer à quoi sert le bicamérisme et la liberté des communes qui, en fait, nous avons le même combat avec Frédéric, qui est le socle du pacte de cohésion territoriale, de cohésion sociale, le pacte républicain. C'est effectivement le collectif, la société qui se joue au niveau des communes. L'entendre dire qu'il faut diminuer les élus locaux, enfin, je trouve qu'il fait beaucoup de populisme parce que, en fait, la taxe d'habitation est une mesure très populaire individuellement, mais qui n'a aucun sens collectivement et pour effectivement notre société. Donc, moi, je pense que s'il continue comme ça, il va droit dans le mur et il nous emmène droit dans le mur. Frédérique Espagnac, avant de vous poser la même question, simplement, on l'a dit, vous êtes proche de François Hollande. Est-ce que vous avez regretté qu'il ne soit pas candidat? Est-ce que cette candidature était impossible? Écoutez, moi, je suis restée fidèle à François Hollande jusqu'au bout, avec à la fois un certain nombre de choix qui n'ont pas été les miens. Sur la déchéance de nationalité, je l'avais alerté, moi j'avais voté contre. Sur la loi travail, j'ai voté contre un certain nombre de choses, notamment sur l'article 2 à l'époque. Voilà, donc il y a eu des moments sur lesquels j'ai été fidèle à l'homme, je n'ai pas soutenu toute la politique qu'il a menée, et en même temps, oui, je considérais que c'était même un devoir de sa part, quand on est président de la République, d'assumer et d'aller devant les Français. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas pour plusieurs raisons. À la fois parce qu'il n'est pas soutenu suffisamment en interne, puisque pendant 5 ans, on a eu les frondeurs, vous l'avez vu. Nous avons eu aussi des problèmes d'ego personnel, puisque Manuel Valls voulait être candidat. Emmanuel Macron fait le choix de sortir, qui lui a été bénéfique, en tout cas, puisqu'il a... Mais voilà, c'est un choix personnel. François Hollande, comme en 2006, il n'avait pas été candidat à l'époque, il avait laissé sa place à Ségolène Royal, fait le choix de ne pas y aller. Je sais, en tout cas pour en avoir parlé avec lui, c'était aussi en responsabilité pour ne pas laisser une seule chance au Front National. À ce moment-là, quand la décision se prend dans sa tête, c'est aussi ça, ne pas laisser courir une seconde le risque de l'arrivée du Front National à la tête de la France. Alors vous qui êtes socialiste, que pensez-vous de l'action d'Emmanuel Macron qui
qui a travaillé aux côtés de François Hollande pendant très longtemps. Que pensez-vous de son début de quinquennat ? Je mets juste une petite parenthèse. Moi, Emmanuel Macron, je l'ai connu quand il est devenu ministre de l'économie et des finances. Même s'il travaillait avec François Hollande avant, je n'avais pas eu l'occasion de travailler avec lui. Quand il est devenu ministre de l'économie et des finances, je dois admettre qu'en tant que parlementaire, j'ai beaucoup travaillé avec lui. Il m'a aidé à sauver des entreprises dans le département des Pyrénées-Atlantiques notamment. Il m'a aidé sur l'entreprise Quicksilver avec 800 emplois à la clé. Il m'a aidé à faire labelliser notamment un projet de French Tech sur l'océan qui s'appelle aujourd'hui Ocean Living Lab, qui est en tout cas toute la structuration de la filière French Tech sur l'océan qui se fait sur la côte atlantique et notamment à Saint-Jean-de-Luz, qui est à l'origine d'une personne qui s'appelle Manuel Delara, qui a mis en place un très beau projet d'aménagement de territoire. Voilà, donc à la fois c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé main dans la main en tant que sénateur et j'en ai même été co-rapporteur d'une loi qu'il a portée. Par contre, aujourd'hui, quand je vois en tout cas un certain nombre d'annonces et de promesses qui ont été faites et qui ne sont pas tenues, je parlais tout à l'heure des collectivités locales, venir sur la conférence des territoires au Sénat, expliquer dans un premier temps que les collectivités doivent faire 10 milliards d'économies, puis 13. Entre parenthèses, les 3 milliards étant ni plus ni moins la compensation de l'impôt sur les grandes fortunes qui est demandée aux collectivités locales. C'est inacceptable, ce n'est même pas envisageable une seconde. Dire que la DGF ne baisse pas cette année pour les communes et les collectivités locales, faux, puisqu'aujourd'hui, paradoxalement, avec le décret du 20 juillet, on va ponctionner, on a déjà ponctionné sur les 6 derniers mois toutes les dotations, ce qu'on appelle la DETR pour les territoires ruraux, tout ce qui est le FSIL, qui était donc un complément que nous avions créé à l'époque que François Hollande avait mis en place pour l'aménagement du territoire en compensation. On a vu ce qui s'est passé sur les emplois aidés. Voilà, ça c'est de la casse humaine et c'est de la casse aussi au niveau des collectivités locales, avec des lourdes conséquences. Sur ce chapitre, un dernier mot sur le Parti socialiste. Oui. Vous êtes membre de la direction collégiale. Quel est l'avenir du Parti socialiste, sachant qu'il y a un symbole qui tombe avec la vente de Solferino annoncée ? Écoutez, il faut faire attention avec ça, parce que je vois bien que certains, en tout cas Jean-Christophe Cambadélis, a fait le choix de dire on va vendre Solferino. Solferino avait été, on va dire, mis en condition d'emprunt au moment de la campagne présidentielle pour financer la campagne de Benoît Hamon. Ce jour, la décision n'est pas réellement complètement prise. Donc je pense que... Donc Solferino n'est pas encore en vente ? Non. C'est noté. Nathalie Delattre, vous avez suivi, je le disais tout à l'heure, la campagne pour les présidentielles. Vous travaillez avec Alain Juppé à la mairie de Bordeaux. Vous êtes son adjoint laitier, en tous les cas, depuis très longtemps. Quel avenir à Bordeaux pour Alain Juppé, ou qui pour être candidat à la mairie de Bordeaux en 2020 ? Est-ce que, faute de candidat, est-ce qu'Alain Juppé va devoir y aller, ou est-ce que vous voyez une autre solution ? Pour l'instant, ce n'est absolument pas d'actualité. D'abord, on nous parle d'une possibilité de reculer les élections d'un an. Donc, vous voyez, ça recule encore plus l'échéance. Ça laisse plus de temps pour réfléchir. Je pense qu'aujourd'hui, la volonté d'Alain Juppé, si effectivement, à un moment donné, il a dû prendre en toute responsabilité des aménagements parce que la campagne présidentielle se passait bien et qu'il, effectivement, nous pouvions espérer collectivement qu'il puisse devenir président de la République. Il a repris complètement sa place, entièrement sa place à la mairie de Bordeaux et à la métropole. Et aujourd'hui, il travaille au quotidien pour le bien-être des Bordelais et des métropolitains. Et c'est vrai qu'on est loin encore du casting de 2021. Je vais être un peu plus précis, puisqu'Alain Juppé lui-même avait évoqué la présence de Virginie Calmels pour prendre éventuellement la suite, la Dauphine. Est-ce que pour vous, ce serait une bonne candidate ? Écoutez, moi, contrairement à d'autres collègues, c'est vrai que j'ai toujours apprécié Virginie Calmels, qui n'a amené que du positif. En tout cas, concrètement, elle a amené des entreprises, elle a fait en sorte de pouvoir mettre son carnet d'adresses et son réseau à disposition est-ce qu'avec les de Bordelais, Bordeaux, la situation est plus compliquée ? Voilà. C'est ce que laisse entendre Alain Juppé. La greffe n'a pas prise, a-t-il dit ? Écoutez, je crois qu'elle n'a pas eu l'occasion de faire une véritable campagne à Bordeaux. C'est vrai qu'on l'a mise tout de suite aux manettes, où elle a dû être effective. Elle n'a pas eu vraiment ce temps de proximité avec les Bordelais. Et je pense que cela lui a fait défaut. Aujourd'hui, je crois qu'une partie de la question est effectivement résolue, puisque et Alain Juppé et Virginie se sont effectivement exprimés sur le sujet, sur le fait qu'elle pensait que le meilleur candidat à la succession d'Alain Juppé était Alain Juppé. Merci. Concernant l'actualité internationale, mais en même temps très proche du département des Pyrénées-Atlantiques et de l'Aquitaine, la Catalogne, Frédérique Espagnac, vous êtes sénatrice des Pyrénées-Atlantiques, donc évidemment, comme tous et comme toutes, vous suivez de très près ce dossier, mais encore plus avec un regard sur le Pays basque. Pensez-vous que la Catalogne doive poursuivre dans ce cheminement ?
Alors j'ai une double casquette, puisque je suis présidente du groupe France-Espagne au Sénat, du groupe d'amitié, et en même temps, vous l'avez dit, je suis sénatrice des Pyrénées-Atlantiques avec un regard particulier avec ce qui se passe en Pays Basque et les conséquences que ça peut avoir. Déjà, j'ai été très surprise de la gestion qui a été celle du gouvernement espagnol, à la fois parce que je pense que le référendum aurait vraisemblablement donné une réponse négative, en tout cas dans la période telle qu'elle avait été posée, et voir en tout cas l'armée se saisir de personnes, de femmes enceintes, de personnes âgées, voir les coups qui ont été donnés, voir l'État espagnol quelque part aux pires heures, tel qu'on a pu le connaître à un moment donné dans le passé, à l'époque de Franco, avec notamment certaines répressions. Ça fait mal quelque part parce que ça ramène à des heures qui malheureusement ont des lourdes conséquences. Sur l'évolution, on a tous été en tout cas moi personnellement, sur une évolution institutionnelle. Je l'ai souhaité en Pays Basque, elle était nécessaire en Espagne. Un accord avait été trouvé en 2006, il faut le rappeler, avec José Luis Zapatero, on avait été quelques-uns d'ailleurs, François Hollande à l'époque y avait contribué, pour justement trouver un accord à la fois sur quoi ? Sur une évolution sur la fiscalité, ce qui permettait d'avoir plus d'autonomie fiscale à la Catalogne, et aussi une gestion des impôts à hauteur de 50%, ce qui permettait un peu plus de flexibilité tout en gardant l'unité de l'Espagne. On a des répercussions sur le territoire espagnol, on a des répercussions chez nous aussi, forcément, en Pays Basque. Les choses évoluent sur l'autonomie à la fois Euskadi, sur la Navarre, et chez nous aussi. Donc faisons attention de laisser, je pense aussi, la régionalisation est importante, on est des Girondins, et en même temps on est dans le cadre de la République. Donc faisons attention aux évolutions. Au Pays Basque une évolution dans ce sens ? Est-ce que ça peut donner des idées au Pays Basque ? Écoutez, en tout cas, au Pays Basque espagnol, sans doute plus, ça c'est indéniable, mais avec des répercussions forcément chez nous. C'est pour ça que moi, en tout cas, ça avait été mon engagement il y a 6 ans sur l'évolution institutionnelle au sein de la République française par rapport au Pays Basque, puisque les Basques n'avaient pas de reconnaissance institutionnelle, et donc nous avons créé aujourd'hui une EPCI avec la fusion de toutes les intercommunalités, les 10 intercommunalités en Pays Basque, qui permet aujourd'hui au Pays Basque d'avoir une reconnaissance institutionnelle. C'était majeur. Maintenant, faisons attention. Les conséquences et la gestion du dossier catalan tel qu'il est fait aujourd'hui aura des répercussions pour chacun d'entre nous. Je l'ai dit en début de cette émission, nous commentons l'actualité de la semaine et il nous reste 4 minutes, donc ça va être un peu rapide sur la fin. Nathalie Delattre, vous êtes viticultrice également, vous connaissez bien le monde de la viticulture. Il y a une manifestation la semaine dernière en Gironde, à l'Istrac, une manifestation contre l'utilisation des pesticides, notamment de manière trop intensive. Vous partagez ce sentiment ? Non, enfin... En tout cas, c'est vrai que nous avons encore beaucoup à convaincre. Nous sommes la viticulture girondine, je dis nous, puisqu'effectivement je suis viticultrice, mais nous avons été les premiers à avoir un discours fort sur le désengagement des pesticides. Ce n'est pas qu'un discours, puisque nous l'avons mis en œuvre dans nos cahiers des charges, dans les ODG, les organismes de gestion des appellations contrôlées, et nous avons de plus en plus de viticulteurs qui sont dans des certifications qui garantissent effectivement la non-utilisation, une utilisation raisonnée. Moi, je suis par exemple sur un vignoble d'agriculture raisonnée des pesticides. Le glyphosate, par exemple, dont on parle beaucoup, n'est pratiquement pas présent en viticulture. Nous avons beaucoup investi, nous investissons beaucoup sur la recherche fondamentale pour trouver de la matière végétale qui puisse résister aux 2 maladies qui, effectivement, ici sont pour nous très importantes, c'est l'oïdium et le mildiou. Donc, il nous faut lever quelques barrières européennes, mais nous avons ici un engagement très fort. Je pense qu'il faut qu'on communique encore mieux sur effectivement ces progrès que nous faisons rapidement. Une dernière question, et j'aimerais que vous puissiez répondre toutes les deux concernant la ligne LGV, la grande vitesse. Alors on le sait, grand succès jusqu'à Bordeaux. Frédéric Espagnac, est-ce que cette ligne LGV ira un jour jusqu'au Pays Basque ? Écoutez, je n'en sais rien. Je pense qu'il y a déjà 2 soucis pour l'instant sur ça. Le premier, c'est que, vous l'avez bien vu, le président de la République, Emmanuel Macron, en tout cas, a fait une déclaration dans le sens inverse. Donc on peut penser que le projet va lui-même s'arrêter net, puisque Nicolas Hulot a été dans ce sens-là. On le sait au niveau européen, s'il n'y a pas de volonté du président de la République, les crédits ne suivront pas. Et actuellement, c'est ce que nous avons. Et vous, à titre personnel, quel est votre sentiment ? Moi, à titre personnel, je m'avais été très clair, puisque je suis contre aujourd'hui la LGV en Pays Basque. Voilà. Ce qui vous met un peu en difficulté à la région. Vous êtes aussi élu à la région Nouvelle-Aquitaine. Alain Rousset défend ce dossier-là. On a déjà eu ce genre de discussion avec Alain, et la situation est très claire. Par contre, j'ai été pour une LGV à Verpeau. Et à ce jour, malheureusement, pour le désenclavement, parce qu'il y avait une nécessité, à ce jour, nous en sommes très loin, puisque nous sommes encore à 5 heures de train quasiment pour Pau.
Nathalie Delattre, sur la Et ligne moi, je me grande suis vitesse. déjà aussi exprimée parce que je pense qu'aujourd'hui, on nous annonce une facture à 9 milliards qui ne sera pas celle-là, elle sera bien plus élevée puisque et c'est une ancienne estimation des domaines. Quand on sait qu'on peut traverser le Sauternay ou d'autres vignobles prestigieux, la facture sera trop lourde de toute manière. Nous aurons une fracture sociale puisque le train, aujourd'hui, nous le prenons quasi, enfin en tout cas toutes les semaines. On a vu l'augmentation des tarifs qu'entraînent effectivement ces travaux. Et aujourd'hui, s'il y a bien une priorité, c'est celle de rénover l'ensemble du réseau ferré. C'est vrai que beaucoup d'usagers disent on met de plus en plus de temps pour faire un parcours. Oui, parce que le réseau est de plus en plus en mauvais état et que les trains sont obligés de ralentir au passage de certains aiguillages. Donc faisons une rénovation complète de notre réseau et effectivement nous verrons ensuite les priorités. Frédérique Espagnac, une dernière question pour vous en quelques secondes. Le Tour de France, la 105e édition sera révélée la semaine prochaine, mais d'ores et déjà on sait que le département des Pyrénées-Atlantiques va voir passer le Tour de France et notamment probablement une épreuve très importante du côté du Pays Basque. En quelques mots. C'est possible, on va dire la dernière ligne droite, c'est-à-dire l'avant-arrivée des Champs-Élysées, si tout va bien. Rendre hommage à monsieur Pierre-Marie Nussbaum, qui est le maire de Saint-Pé-sur-Nivelle, qui a beaucoup œuvré pour que le Tour de France arrive en Pays Basque. Et évidemment à Pau aussi, rendant hommage évidemment à François Bayrou et à Josy Poitou, puisque je crois qu'en 2018, la cuvée Tour de France sera très pesante des Pyrénées-Atlantiques. Autorisez-moi juste un dernier clin d'œil qui n'a strictement rien à voir, mais c'est ce week-end. Rendre hommage à l'AOP Quintoa, c'est la 4e AOP qui est décernée dans les Pyrénées-Atlantiques, donc c'est le Port Basque, et rendre hommage à Pierre Otaïza et Michel Ossafrin qui en sont les coprésidents. C'est noté. Mesdames, merci infiniment. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. Dimanche politique qui se poursuit en compagnie de Francis Letellier. Excellent après-midi.